Donc, la Jaguar XK120 Roadster. Qui, je te coupe tout de suite, qui est à date ma préférée. C'est magnifique. Ouais, je sais pas si elle a déjà été dans James Bond ou quoi que ce soit. Je connaissais pas vraiment ce modèle-là avant qu'on fasse les recherches pour le podcast, mais c'est d'une beauté incomparable. Notre ami Félix, aujourd'hui, est derrière la caméra, s'occupe de la technique. On essaie un nouveau setup, si je peux me permettre l'expression, parce que la semaine dernière, Alexis a fait sa grande entrée au podcast de RTX pour me remplacer durant mes vacances. Et ça s'est bien passé. Fait qu'on s'est dit cette semaine qu'on allait le réinviter. Il est officiellement partie de l'équipe aussi, pour discuter d'un sujet fort intéressant, qui est les voitures vintage. On a décidé, en équipe, de faire un top 10 des plus belles ou meilleures voitures vintage selon nous. Mais comme je dis tout le temps avec Félix, on est simplement des chroniqueurs automobiles qui sont... Pas crédibles. Exactement. Merci Félix. Fait qu'on va commencer tout de suite avec les... En fait, on les a mis en ordre d'année. Juste pour que ça soit clair, on les a mis en ordre d'année et on commence avec les fameuses années 10. Ouais, mais c'est pas un top 10. C'est pas un top 10. Non, on en a pas 10. On en a combien? On en a 8. 8. Ah, ouais. Là, je suis déçu. Par décennie, on a arrêté dans les années 80. T'as bien raison. C'est vrai, t'as bien raison. Okay, donc, la première qu'on a choisie, c'est la Ford Model T. N'importe qui connaît quand même les voitures connaît cette voiture-là. Elle est considérée par beaucoup comme la première voiture, mais c'est pas nécessairement... Ben oui, parce que c'est la première qui est massivement produite, disponible pour presque tout le monde. Ben, c'est presque tout le monde. C'était quand même cher dans le temps, là, mais qui était vraiment massivement produite. Mais la vraie première voiture comme moderne c'est un grand mot, là, mais moderne, c'était en 1886, je me souviens bien, Carl Benz il avait fait une voiture pas aussi comme futuristique et bien adaptée, mais c'était quand même la première voiture. Là, on parle de voitures futuristes en regardant un Ford Model T des années 10. Ouais. Mais c'était 100% raison. C'était vraiment la première voiture de série, en fait, produite en masse. Et si je me trompe pas, puis là, ceux qui écoutent le podcast me reprendront dans les commentaires, mais je pense que c'était Ford qui a débuté le montage à la chaîne au niveau de l'automobile. Oui, les premières usines. Comme c'est de cette façon-là qu'on dit, tu dis que c'était quand même assez cher, mais c'était quand même une des voitures, en fait la voiture la plus, entre guillemets, abordable, dû au fait que les coûts de production et les coûts d'exploitation étaient vraiment diminués avec la nouvelle façon, en fait, de produire les véhicules en série. Oui, puis en même temps, il s'est adapté. Là. Cette voiture-là a quand même été produite pendant presque 20 ans, puis qu'elle s'est vendue à quasiment 16 millions d'exemplaires. Fait que, quand même... Dans un tout nouveau marché, là. On s'entend que dans ce temps-là, c'est pas comme aujourd'hui qu'on a 2-3 véhicules dans l'entrée de notre maison. C'était plutôt un véhicule par 10, 15, 20, 25 maisons. Là. Par quartier. Pas les chiffres. Par quartier, exact. Ouais. Par village, peut-être même dans ce temps-là. Dans le fond, juste pour montrer à quel point il a appris à faire ça plus économique, plus rapidement. En 1908, ça prenait 12h30 construire une Model T. En 1914, donc 6 ans après, ça prenait 1h30. Bon. Donc vraiment, le montage à la chaîne, lui, il l'a maîtrisé. Puis, contrairement, je veux dire, à ce que beaucoup de gens croient, c'est vrai, mais à moitié, ils sont pas toutes noires, les Model T. Parce qu'ils disaient souvent, demandez-moi n'importe quelle couleur, en tant que ce soit noir. Oui. Parce que ça coûtait moins cher à produire, mais il y a certaines années aussi qu'il y a eu des couleurs. Fait que... La bourgeoisie a pu choisir des couleurs. La bourgeoisie a pu se gâter dans ces années-là. Parfait. Puis, en fait, on va tout de suite passer au deuxième modèle, qui est des années 20, naturellement. On passe 10, 20 jusqu'aux années 80. Là, je pense qu'on va dans quelque chose d'un petit peu plus luxueux et de niche. Oui, beaucoup de niche. Dans le fond, c'est la Rolls-Royce Phantom, le premier modèle, qui est un modèle qui existe encore maintenant, qui se vend encore. Donc, un modèle qui approche les 100 ans, parce que c'est de 1925, celle-là, 1925 à 1931. Il ne s'est pas vendu autant d'exemplaires que la Model T, mais 3500 exemplaires là, pour être précis. Mais c'est une Rolls-Royce. C'était très dispendieux à l'époque. Ouais. Si on regarde le prix à l'époque, si je ne me trompe pas, en 1925, c'était environ 14 000 US. Fait que ça dépendait aussi de la couleur que tu mettais, des modifications que tu pouvais faire dessus. Là. Je les connais pas tous par cœur. Ça devait être aussi un peu personnalisable, un peu comme aujourd'hui, parce que la marque de prestige Rolls-Royce focus beaucoup sur l'aspect personnalisation de leur véhicule, dû au fait qu'aujourd'hui, une Rolls-Royce Phantom comme ça, vaut au-dessus de 550 000 $. Oui,
Ouais, mais ils ont toujours gardé un peu la même... Rolls-Royce, c'est encore des voitures massives. Ils ne sont pas vraiment concentrés à faire ça plus aérodynamique, plus petit. C'est vraiment pour le prestige. Une grosse voiture. C'est exactement là que je m'en allais. En fait, Rolls-Royce, c'est vraiment un statement plus qu'autre chose. Là. Parce que dans ces prix-là, on peut avoir plein d'autres véhicules plus pratiques, peut-être même plus jolis, plus sportifs. Peu importe ce qu'on cherche, mais le Rolls-Royce, on dirait que c'est un statement de richesse, de réussite. J'aime pas ça dire ça parce que c'est pas parce que tu as de l'argent que tu as réussi, mais encore dans les années 20 et encore aujourd'hui, Rolls-Royce est un gage, pas un gage, mais vraiment un statement de réussite. D'où l'emblème emblématique de Rolls-Royce. Oui, qui se vend maintenant plus que 500 000, les Rolls-Royce Phantom maintenant, avec le fameux toit avec les étoiles. Là, on les voit beaucoup. C'est une marque de commerce de Rolls-Royce, en fait. Oui, exactement, exact. Parfait. Ensuite, dans les années 30, on remarque rapidement, là, pour faire une petite parenthèse, on remarque que les véhicules ont, à part la Ford T des années 10, là, on parle 20, 30, même jusqu'à peut-être 40, le type de véhicule, la façon de les construire était quand même similaire. Tu sais, si on regarde la Rolls-Royce, puis on regarde là, la Cadillac, ça c'est la Cadillac V16. Oui, pour le moteur. Pour le moteur. V16. V16 dans les années 30 quand même. Oui, puis on remarque aussi qu'il y a même la roue sur le côté, exactement comme la Rolls-Royce. Mais là, je te pose une question, puis je te prends peut-être de court, là, puis peut-être même que Félix pourrait répondre à cette question-là. Mais ça, à part le fait que c'était la roue de secours, en fait, est-ce que tu penses que les manufacturiers automobiles, en fait, ont intégré ça dans le design et c'était vraiment un aspect visuel plus que juste pratique? Moi, je pense que oui. Là. Moi, ça fait penser à une locomotive, un peu. Oh, tabarouette. OK, 2 bonnes réponses, c'est vrai. Mais je n'avais pas la réponse, en fait. Je voulais juste écouter un peu vos commentaires là-dessus parce que je remarque que dans les années 20, 30, même jusqu'à 40, il y a énormément de véhicules qui ont la roue de secours comme ça, mais vraiment mis de l'avant. Ouais. Aujourd'hui, ils sont cachés dans nos coffres ou sont à l'arrière du véhicule. Il y avait probablement pensé aussi dans ces années-là. Ça fait surtout... D'après moi, ça fait partie aussi du design du véhicule. Du design de la voiture. Ouais. Alors, parle-nous un peu de la Cadillac. Là. Donc, produite de 1930 à 1940, environ 4000 exemplaires. Par exemple, c'était dans les années... juste après le crash boursier, puis dans les années de la guerre, fait que les gens avaient comme pas trop la tête à peut-être acheter des voitures. Mais c'est la première voiture avec un V16 aux États-Unis. Donc, ça existait en Europe, mais aux États-Unis, c'est la première. Fait que c'était comme vraiment la voiture la plus puissante. Qui développait 165 HP. Oh, fait que maintenant, c'est quasiment la base de 165 HP maintenant. Mais là, c'était vraiment le top du top. C'était révolutionnaire. Ouais, c'était révolutionnaire. C'est des voitures sur commande. Donc, dans le fond, les gens choisissaient leur carrosserie. Fait que c'est quand même... Les V16 ont environ 70 carrosseries différentes. Ce qui fait que sur 4000 exemplaires, les chances d'en avoir 2 qui sont pareilles sont très minimes. Très, très minimes. Ça doit valoir une fortune aujourd'hui. Oui, clairement. On n'a pas les chiffres, là, mais ça doit valoir très, très, très cher aujourd'hui, ce type de véhicule-là. Oui. Avant qu'on embarque sur la Jaguar, tu parlais... en fait, moi, c'est ça, exact. On l'a déjà mentionné, en fait, là, cette voiture-là, ce qui est plate un peu, je pense qu'elle a été peut-être un peu dans l'ombre avec les 4000 exemplaires vendus, dû au fameux, comme tu mentionnais, du crash boursier. Comme au bon moment. Au bon moment, exactement. Tu sais, comme tu disais, on s'entend qu'au crash boursier, quand tu avais des coupons pour aller chercher une livre de beurre, tu n'avais pas en tête peut-être d'acheter une Cadillac. Ouais, non, vraiment pas. Passons à la Jaguar maintenant. Donc, la Jaguar XK120 Roadster. Qui, je te coupe tout de suite, qui est à date ma préférée. C'est magnifique. Ouais, je sais pas si elle a déjà été dans James Bond ou quoi que ce soit. Je connaissais pas vraiment ce modèle-là avant qu'on fasse les recherches pour le podcast, mais c'est d'une beauté incomparable. Oui, c'est vraiment... Les voitures commencent à être plus petites, plus sportives. Ils mettent vraiment l'accent sur comme le design de la voiture pour la faire plus aérodynamique, plus sportive, justement. Produite de 1948 à 1954, est arrivée vers la fin de la décennie. Mais encore une fois, c'était après la guerre aussi. Fait que, la reprise économique n'était pas encore 100% complétée. Oui, fait que à sa sortie, c'est la voiture de série la plus rapide de l'époque. Puis, elle a été utilisée beaucoup en course aussi. Elle a gagné le Mans en 1951, dont plusieurs autres courses. Je pense même qu'elle a gagné 2 fois le Mans, si je me souviens bien. Un petit fait amusant, la carrosserie a été dessinée en seulement 2 mois sur cette voiture-là. C'était une voiture un peu brouillon. En fait, elle a été faite sur le châssis d'une Jaguar MK5. Okay. Pas MK5, les Supra, là, MK5 non. de Jaguar. Mais ça a été dessiné vraiment rapidement, dans le fond. C'est parce qu'il devait la présenter, puis il avait comme oublié de faire le design. Fait que,
Ils ont fait ça en À 2 dernière mois. minute, Ouais, en 2 mois. En 2 mois, ouais. Ils sont arrivés après ça au niveau de la production. Ils pensaient en faire quelques centaines d'exemplaires maximum. Mais la demande a été vraiment plus grande. Puis au lieu de faire 200 exemplaires, ils se sont ramassés à vendre 12 000 exemplaires. Ouais. Fait que dans le fond, le brouillon a été payant. Les gens ont eu comme la même réaction que toi. Ils étaient vraiment impressionnés par le shape de la voiture. C'est vraiment magnifique. Prochaine voiture. Là, on parle peut-être de voitures un petit peu plus connues de Monsieur, Madame, tout le monde, ou comme on l'aime l'appeler, Average Joe. Ouais. Moins de connaissances au niveau de l'automobile. On parle de la fameuse Corvette des années 50, la C1. Le début des vraiment comme voitures américaines. Pas encore muscle car, mais c'est le début. Là. C'était écrit Elvis Presley dessus. Ouais. C'est sûr et certain que c'était écrit Elvis Presley sur toutes les C1. Ouais. Donc, elle, produite de 1953 à 1962, ça commence à vraiment se vendre vraiment bien. 69 000 exemplaires pour cette série-là. Par exemple, elle a eu un début un peu difficile parce qu'elle a été sortie, elle a vraiment un look sportif, mais elle n'était pas... Je veux dire, elle n'avait pas assez la puissance que les gens s'attendaient pour une voiture de ce look-là, puis avec le nom que Corvette a maintenant. C'est corrigé, par exemple, quelques années après. Dans le fond, ils changent le moteur, ils font quelques correctifs. Puis, Mais ce que je vois, dans le fond, c'est qu'elle a commencé avec une puissance vraiment... je ne vais pas dire médiocre, mais vraiment de basse qualité avec un 160 chevaux. Ouais. Ben, qui était quand même acceptable. Dans ce temps-là, c'était acceptable, mais quand tu vois qu'ils ont transféré de 160 chevaux dans les débuts des années 50, corrigé 2 ans après en 53 à 195 chevaux, on a déjà un bon gap, pour ensuite qui évoluera dans les débuts des années 60 jusqu'à 360 chevaux pour la même, en fait pour la C1. Là. La C1 venait C1 avec qui était la première génération de Corvette. Ouais. Okay. Fait qu'il y a vraiment comme un gros trou, un gros gap entre... entre 53 et 62. Là. Ouais, puis même qu'au début, elle était seulement disponible en automatique. Il n'y avait pas de manuel dans ce temps-là. Qui est probablement un des plus grands regrets actuellement de tous les véhicules super sport d'aujourd'hui qui reviennent avec 100% les transmissions automatiques. Ouais. Et les vrais fanatiques de char préfèrent, en tout cas, pour ma part, je préfère conduire un véhicule sport à transmission manuelle. Oui, ça fait partie un peu de la voiture. Juste à titre comparatif, celle-là, la C1 faisait le 0,60, donc 0 à 97 km/h en 11,5 secondes. Puis la C8 qui est sortie il y a quelques années, la 8e génération, le fait en 2,9 secondes. On l'a mentionné d'ailleurs dans l'autre podcast. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours y aller. 2,9 secondes à 11,5 secondes. Donc une Corvette C1 des années 50-60 faisait le 0,60 000 à l'heure, approximativement 7-8 secondes de plus rapide qu'une Mercedes Smart. C'est ça? Oui. OK, parfait. Maintenant, on va passer à un muscle car purement américain. Première génération de la Mustang des années 60. Ouais, la voiture, je dirais, la plus emblématique quasiment des voitures américaines. Je veux dire, quelqu'un qui pense à une voiture américaine, à part peut-être les voitures plus classiques, là, genre les Chevrolet Spark, des choses comme ça. Mais une Mustang, c'est un incontournable. C'est vraiment comme le début d'une grosse histoire, ça. Produite en 1964 à 1973, donc 10 ans quasiment la première génération. Juste la journée de sa sortie, elle s'est écoulée à 22 000 unités. En une journée? En une journée. OK, puis tous les autres véhicules qu'on a vus avant, à part j'exclus la Corvette des années 50 à 69 000 exemplaires, se sont vendus moins dans toute leur génération que la première journée de la Mustang. Oui. Fait que c'est une voiture qui était vraiment attendue puis que les gens ont adoré dès sa sortie. Juste cette série-là s'est écoulée à quasiment 3 millions d'exemplaires au total. Okay. En 9 ans, 3 millions d'exemplaires, c'est assez respectable. Dans les années 60 en plus aussi. Dans les années 60. Beaucoup de configurations disponibles pour cette voiture-là. 14 moteurs différents au cours de la génération. Fait que c'est... Des fois, c'est peut-être un peu... En tout cas, là, je m'avance peut-être, mais c'est peut-être un peu trop de choix aussi. Ouais, ben tu sais plus donner de la tête. Exactement. C'est peut-être un peu plus complexe pour le consommateur moyen. Là. Très compliqué à s'y retrouver. Puis elle a été également aussi très populaire parce qu'elle a fait partie de beaucoup de films. Au total, environ 500 films, si je me souviens bien, dont Bullet, qui est sorti classique, dans ces années-là, qui était la voiture du personnage principal. Là. Exact. C'était un peu... Ouais, exact. En fait, dans le film Bullet, c'est le même principe que toutes les Aston Martin qu'on voit dans James Bond. Ouais. Ça devient un peu emblématique comme le type et même le sous-modèle du véhicule qui a été utilisé dans certains films cultes-là. Ça aide beaucoup à faire la popularité de la voiture également. En parlant de films, bon, on arrive à la prochaine, dans le fond, dans les années 70. On parle ici de la Lamborghini Countach. Là, avant qu'on embarque dans les détails, c'est la Lamborghini qui a été utilisée dans une scène culte de Wolf of Wall Street avec Leonardo DiCaprio. Par contre, elle était blanche dans le film. Et je te laisse y aller avec les caractéristiques. Donc, la Countach, moi, ma favorite du lot.
Moi, c'est son design que j'aime beaucoup parce que justement, elle ressemble à aucune autre voiture. Puis c'était un peu le but quand ils ont construit la voiture, dans le fond, c'était la successeur de la Miura qui avait été aimée, mais je veux dire, tu sais, elle avait un look un peu plus standard qui sortait moins du lot. Fait que elle devait d'abord être un concept car qui n'était pas supposé être disponible à la vente. Puis, mais lorsqu'elle a été présentée au Salon de l'Auto, dans le fond, à Genève en 1971, les gens ont vraiment adoré à quel point elle était différente des autres. Elle a tellement attiré l'attention qu'ils ont décidé vraiment de la produire finalement. Mais juste même les portes papillons, là, si je ne me trompe pas en français, je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'on le dit en français. Je pense que oui. Ouais. Ben, on va y aller comme ça. les portes papillons, je pense que ça doit être un des premiers véhicules, voire le premier véhicule à proposer ça pour un véhicule de série, là, j'entends. Ouais. On pourrait peut-être pas confirmer, mais ça doit être un des... Je ne serais pas le premier, mais des premiers, clairement dans les premiers. Dans les véhicules de série. C'était les années où on commençait à vraiment vouloir faire des voitures qui se démarquaient. Super sport. Super sport, qui se démarquaient complètement. 2000 unités produites environ. Pas beaucoup tant que ça parce qu'elle a duré 16 ans, la production, de 1974 à 1990 pour la première génération. Là. Puis, en fait, non, il y a juste une génération. Ouais, exact. Celle-là avait juste une génération. Puis je pense que, si je me trompe pas aussi, c'était un V12. J'ai pas les chiffres exacts, mais il me semble que c'était un bon gros V12 qu'il y avait dans la Lamborghini Countach. Ouais. Excusez. Encore une fois, quelques moteurs différents dépendamment de l'année, entre 350 et 450 ce qui commence à être vapeur. Très, très puissant dans les années 70. Là. Ouais, puis on la retrouve aussi dans plusieurs films également, dont Cannonball Run, qui est un film de voiture. Un classique des années 80. Ouais. Ça, là, je suis allé avec le Wolf of Wall Street qui est plus récent parce que c'est quand même une scène très drôle et culte avec la Lamborghini Countach blanche. Mais j'avoue que Cannonball Run, c'est pas mal plus dans ces générations-là qui étaient pas mal plus récentes, le Lamborghini dans ce film-là. Là, sur cette photo-là, on la voit pas, mais souvent, on l'a vu avec un gros aileron à l'arrière là, qui fait un peu... Oui, c'est vrai. Qui fait l'emblème quasiment de la Countach. On n'a pas de photo de derrière, mais c'est vraiment un derrière qu'on n'avait jamais vu avant. Félix peut peut-être nous trouver ça sur le pouce. Pendant que Félix cherche ça, on va faire un petit disclaimer, dans le fond. Pour les années 80, on a décidé d'y aller avec, au lieu d'avoir peut-être un véhicule... Ah, exactement. Merci, Félix. Avant de poursuivre, on va regarder ça. C'est purement magnifique. Oh, c'est pas la meilleure image. Ben, on a vu. On a vu l'aileron, c'est correct. C'est parfait, reste ça comme ça. C'est superbe. L'aileron emblématique, on voit les lignes du véhicule que c'est complètement futuriste pour les années 80. Et ça amène en fait une ligne directrice pour la suite des choses pour Lamborghini. Ouais. Je pense que c'est vraiment démarqué du lot avec cette voiture-là. On l'a vu, comme je te disais, dans plusieurs films, dont un qui était à Miami. Je me souviens plus nécessairement du titre du film, mais beaucoup fait parler dans ces années-là aussi. Puis c'est juste à le regarder, ça fait justement penser à Floride, Miami. Mais si je ne me trompe pas, toi, c'est ton véhicule préféré de tous les temps? Pas de tous les temps, mais... Mais dans ton top 5, mettons. Ouais, j'aime bien. Ouais, exact. Ouais. Tu vois, moi personnellement, je préfère... J'adore cette Lamborghini, mais je préfère la Ferrari F50 ou même la F40. Ouais, très emblématique aussi. Ouais, exactement, F40, c'est ça. Ben, c'est Need for Speed quand j'étais plus jeune, c'est vraiment ça qui sortait. Ça m'a resté dans la tête, puis je trouve que ça me fait penser un peu à ce type de véhicule-là qui est très carré, très sportif, ou aussi très, très dur. T'sais. Il n'y a rien de raffiné. C'est raffiné, là, mais tu comprends ce que je veux dire. En fait, il n'y a rien de raffiné. Là. Ça reste pur et dur. C'est raffiné sans l'être. Avec un gros aileron aussi, la F40. Exact, oui. Ouais, exact. Donc, ce que je disais, en fait, c'est que dans les années 80, au lieu d'aller avec un véhicule standard et ou emblématique, on a voulu faire un petit clin d'œil à la relance du fameux Bronco en 2021 qui est sorti et va être disponible au Canada bientôt. Donc, on parle du Ford Bronco de la 3e génération des années 80, qui est le gros Jeep carré de Ford pour compétitionner justement à Jeep. Pour en parler un peu, en fait, ce qui est intéressant avec ce Ford Bronco-là, c'est qu'il y a une histoire qui date de plus de 20 ans. Je sais pas si tu étais au courant là, de ça, mais dans le fond, je t'informe, c'est que le Bronco a débuté, pas débuté, là, mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les années à peu près 45-46, je pense qu'ils ont décidé d'arrêter, en fait, de faire la production de Jeep au niveau militaire. Puis il y a une usine qui s'en allait fermer ses portes. Cette usine-là faisait les Jeeps 4x4 militaires. On décidé en fait, ils ont eu une idée de génie, puis on décide de créer le premier Jeep pour les civils.
Et là, Ford, quelques années plus tard, ont fait c'est une excellente idée, le public est prêt pour ça, le consommateur est prêt pour ça, ont emboîté le pas et ont sorti la première, la deuxième et la troisième génération qu'on voit là, qui est le Ford Bronco. Donc, c'est un peu, entre guillemets, l'ancêtre du SUV. Avant, ils appelaient ça des véhicules récréatifs. On sait qu'aujourd'hui, des véhicules récréatifs, c'est plus des roulottes ou des fifth wheels. Mais c'est vraiment de là que ça a sorti. Puis moi, personnellement, c'était un clin d'œil un peu parce que le Ford Bronco 2021, je le trouve magnifique. Et je trouve que dans les années 80, il avait vraiment réussi, un peu comme on parlait avec la Lamborghini. C'est carré, c'est rough, c'est raffiné, mais pas du tout. Mais c'est quelque chose que je trouve magnifique. Puis en fait, c'est un dérivé du F-150 des années 80. Ils ont vraiment juste ajouté l'aspect SUV au Ford Bronco. Ouais, donc moi, cette voiture-là, c'est pas cette sorte de voiture, c'est pas ma tasse de thé, mais je veux dire, c'est pas laid non plus. Surtout, je sais pas s'ils venaient tous avec des couleurs comme ça, mais j'aime beaucoup le match de couleurs, tu sais, le fait que ce soit une carrosserie à 2 couleurs. Puis je remarque aussi que les miroirs sont spéciaux. En fait, c'est des miroirs qui viennent des F-150. C'est des miroirs de camionnette pleine grandeur qu'on appelle. Puis pour ça, en fait, le Bronco partage le devant du F-150 en production. Fait que les miroirs, c'est un peu le même principe. Mais oui, c'est assez étrange. C'est pas le plus beau véhicule et le plus beau visuel qu'on a vu dans le top 8 des années 10 à 1980. Mais je trouvais le clin d'œil important. Moi, ça reste un de mes classiques, le Ford Bronco des années 80. Moi, c'est la peinture que j'aime. Parfait. Un beau match de couleurs. Là, je voulais juste terminer en fait en disant que pour les véhicules vintage qu'on vient de vous présenter là, mis à part peut-être le Ford Bronco des années 80, l'ensemble des autres véhicules, je ne crois pas qu'on va être en mesure de vous aider avec nos roues RTX Wheels. Par contre, si vous avez n'importe quel autre type de véhicule plus standard des années 90 en montant, juste aller sur rtxwheels.com, sélectionnez l'année, la marque et le modèle, puis vous allez pouvoir trouver les roues compatibles avec votre véhicule.